L'essentiel, c'est vraiment plutôt le groupe. Ce que je dis pour les étudiants qu'on va impliquer dans son projet est vrai pour les enseignants. L'heure de ce projet et des chemins qu'il avait pris. Bonjour Serge Tisseron. Bonjour Claude Tran. Vous venez d'intervenir donc dans une conférence organisée par Mad Max sur la pédagogie de projet. Et vous nous avez expliqué que pour vous, l'avenir appartient aux enfants qui seront à l'aise à la fois avec la pensée visuospatiale des écrans, mais également avec la pensée narrative du livre. C'est l'avenir avec un peu du passé? C'est l'avenir avec l'idée qu'on ne renonce pas au passé, mais qu'on essaye de garder du passé ce qu'il avait de meilleur. Or, la culture du livre a produit une forme de pensée qui est la pensée narrative, puisque les livres les plus vendus sont des romans. Les romans racontent des histoires. Les essais qu'on a plaisir à lire sont aussi de belles histoires. Et puis on sait que les gens qui lisent des romans sont plus à l'aise pour raconter leur propre histoire. Ils s'approprient une forme de narrativité, des formules de la langue, une manière de parler des émotions complexes. Ils s'approprient tout ça en lisant des récits et ensuite ils peuvent l'utiliser pour raconter leur propre vie. Mais en même temps, la culture du livre a produit des choses terribles, les apprentissages par cœur, l'époque où on faisait... Terrible donc dangereuse, si j'ai bien compris. Terriblement maltraitante, apprendre des listes entières de choses inutiles, qui seront démodées quelques années plus tard du fait de l'évolution industrielle ou de l'évolution politique et économique. Donc la culture du livre a produit le meilleur et le pire. Donc il faut garder le meilleur qui est la narrativité. Et parallèlement, la culture des écrans contient des choses absolument formidables. Moi j'insiste toujours sur le collaboratif. On n'est pas obligé de se retrouver physiquement côte à côte pour collaborer. On peut le faire à travers l'écran, mais ça ouvre des perspectives phénoménales dans tous les domaines. Mais la culture numérique peut produire aussi, malheureusement, le pire, c'est-à-dire la dispersion, le zapping. Voilà, on veut travailler sur un écran lié à un ordinateur, et puis tout d'un coup on trouve, alors lié à Internet, tout d'un coup on trouve que le sujet auquel on est confronté est un peu compliqué. On est tenté d'aller voir des vidéos, et puis on perd son temps, quoi. D'ailleurs, je suis sûr que si on autorisait demain les lycéens à passer le baccalauréat avec Internet, il y en a qui oublieraient qu'ils ont une copie à rendre et ils regarderaient des vidéos sur YouTube. Cette pensée visuospatiale, elle est nouvelle, elle apparaît de façon nouvelle avec les écrans ou non? Non, la pensée visuospatiale a toujours existé chez l'être humain parallèlement à la pensée liée au langage. Dès que le langage apparaît, ne serait-ce que sous une forme frustre, l'être humain déjà possède ces deux compétences. Quand nos lointains ancêtres qui habitaient dans des abris sous roches allaient chasser, il fallait bien qu'ils trouvent leur chemin. C'était la pensée visuospatiale, ils tuaient des bêtes, ils les ramenaient. Pensée visuospatiale, il fallait retrouver sa maison, son abri. Et puis quand ces premiers chasseurs expliquaient à ceux qui étaient restés dans l'abri sous roche où pouvait se trouver le gibier, il fallait à ce moment-là qu'ils utilisent la pensée narrative. Donc la pensée narrative et la pensée visuospatiale ont toujours coexisté, et la meilleure preuve, c'est que dans les manuscrits enluminés du Moyen-Âge, on s'aperçoit que le récit raconte quelque chose et que les enluminures racontent autre chose. Et ça, c'était avant l'invention de l'imprimerie. Avec l'invention de l'imprimerie, tout a été rabattu sur le texte, et on est arrivé aux manuels que j'ai encore connus quand j'étais enfant, dans lesquels les images ne sont acceptées que comme illustration du texte. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que les images ont leur autonomie. D'ailleurs, j'ai tenu à passer ma thèse de médecine en bande dessinée pour montrer à quel point ces deux formes de communication et même de pensée sont complémentaires. Donc, culture du livre, culture des écrans complémentaires, effectivement, de tout temps, sauf qu'aujourd'hui, peut-être les écrans lui donnent à cette pensée visuospatiale peut-être une part peut-être plus importante. Oui, mais les écrans sont aussi une ouverture sur la culture littéraire, puisqu'on peut aussi bien utiliser une tablette pour lire que pour visualiser un film. L'important, c'est de comprendre qu'il ne s'agit pas de faire alterner, je regarde un film, je lis un roman, je lis un roman. Non, l'important, c'est de travailler les processus qui permettent de passer de l'un à l'autre. Je regarde un film, j'essaye de le raconter. Voilà. Et d'ailleurs, quand on arrive à bien raconter un film qui nous a plu, à captiver notre auditoire, c'est très gratifiant. On dit, j'ai vraiment fait passer quelque chose. Mais pour arriver à faire passer quelque chose d'images qu'on a vues, en les racontant, il faut apprendre à raconter. D'où l'importance de la culture narrative. Et puis
puis inversement, quand on raconte quelque chose, des fois il y a des gens qui disent « Ah ben ça c'est une bonne idée, tiens tu devrais le mettre en photo » ou tiens un enfant dit « Tiens j'ai imaginé que mes petits Playmobil ils pourraient faire ça, très bonne idée, et bien tiens tu pourrais le filmer, tu pourrais faire un petit film avec tes Playmobil ». Donc du coup l'idée, vous voyez, c'est de privilégier les passages d'un domaine à l'autre en sachant qu'il y en a certains qui sont plus à l'aise avec le visuospatial qu'avec le narratif, d'autres plus à l'aise avec le narratif qu'avec le visuospatial. Mais je crois que dans la mesure où on a tous ces deux possibilités, il faut éviter de s'hyper spécialiser. Donc il faut essayer de les faire travailler en lien l'une avec l'autre. Vous avez été frappé, quand vous avez commencé votre conférence, et vous avez tenu à le dire, par la qualité de l'image qui a été choisie pour cette conférence. Et j'aimerais qu'on y revienne un petit peu, parce que, bon, on ne va pas la décrire, je la publierai sur Educavox bien évidemment, mais en quoi cette image vous a-t-elle frappé et correspond-elle vraiment à ce que vous vouliez dire sur la pédagogie de projet? Alors c'était une belle découverte, j'ignorais cette image avant de venir ici, je la découvre parce qu'elle était donc sur les pochettes qui nous ont été distribuées à l'entrée, et que voit-on? On voit des enfants, 6 je crois, rassemblés, 5 ou 6, rassemblés autour d'une table, donc pas tout à fait ronde, enfin ils sont en cercle autour, et chacun de ces enfants a devant lui un outil numérique. Mais tous les outils numériques ne sont pas les mêmes. Il y en a qui ont un ordinateur, il y en a qui ont un smartphone, il y en a qui ont une tablette, ou on ne sait pas si c'est un grand smartphone ou une petite tablette, et d'autres une tablette de taille courante, et donc ils ont chacun leurs outils, et on peut penser que c'est leurs outils personnels. Voilà. Donc deuxième chose importante, ils sont ensemble autour de la table, donc ils travaillent ensemble, et puis troisième chose importante, on voit près d'eux des feuilles de papier, et sur ces feuilles de papier, il y a du texte et des images, des graphiques, des schémas en couleur, des camemberts. Et ça, c'est formidable parce que ça montre qu'ils produisent des objets qui sont des objets multimédia. Ils ne produisent pas des copies de texte qu'on tirerait sur une imprimante, ils produisent des objets multimédia. Alors comme je disais, on voit les 3 idées qui me sont chères, le collaboratif, l'utilisation des outils personnels par les jeunes et la production d'objets multimédia. Il manque une seule chose au dessin, c'est l'existence d'une imprimante qui montrerait que voilà, il faudra la rajouter sur le dessin, qui montrerait qu'ils sont dans ce va-et-vient entre le fait de produire sur un écran pour eux et puis de produire pour d'autres personnes un objet qui va avoir une consistance matérielle. On passe de la visualisation sur l'écran à la visualisation sur papier. L'Éducation nationale a proposé, pour ce qui est du collège comme d'ailleurs pour le lycée, 2 idées. Ça fait quand même quelques années qu'elles sont mises en œuvre. Je pense au TPE, on est vraiment dans la démarche de collaboration, et la démarche qui consiste à faire en sorte que l'on puisse organiser des débats en classe. Vous êtes revenu indirectement sur ces 2 aspects, le collaboratif et la controverse, le débat. Pensez-vous que c'est suffisant, ces 2 partie des programmes dans l'éducation nationale, alors qu'en fait, la plupart des autres cours, nous avons des jeunes qui transcrivent scrupuleusement ce que dit le professeur sur une feuille de papier. Je pense à des cours de philosophie, je pense à des cours de mathématiques, d'histoire de terminale. Mais vous savez, le personnel enseignant est extrêmement hétérogène. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des gens qui s'intéressent au numérique, il y a des gens qui ne s'y intéressent pas. Donc, il faut respecter les sensibilités de chacun. Déjà, introduire les TPE et introduire le débat, même si ça n'occupe que peu de temps dans la vie de la classe, ça montre aux élèves qu'on prend en compte des choses qu'ils ont envie de faire. Et donc, même si c'est peu de temps, ça peut permettre de réconcilier des élèves avec l'institution scolaire. Aujourd'hui, le grand problème, c'est pas que des enseignants n'adoptent pas le numérique dans leur classe. Le grand problème, c'est que des élèves ont l'impression d'avoir affaire à une institution qui ne les comprend pas, qui ne prend pas en compte leurs soucis, d'avoir affaire à une institution d'adultes qui méprisent leurs loisirs, qui pensent que les jeux vidéo, ça rend violent et ça rend idiot, qui ont l'impression que les adultes imaginent qu'ils ne lisent jamais rien, alors que même s'ils ne lisent pas Proust et Victor Hugo, ils lisent quand même beaucoup d'autres choses. Donc, vous savez, beaucoup de jeunes aujourd'hui ont l'impression que les adultes ne les comprennent pas et que l'institution scolaire en particulier ne les comprend pas. Leur accorder du temps de débat, c'est montrer qu'on se préoccupe de ce qu'ils ont à dire, et je pense d'ailleurs qu'il faudrait ajouter la participation des élèves à la construction du site internet des établissements scolaires. C'est-à-dire ça serait du débat aussi, ça serait de la controverse aussi, mais en images, voilà, en leur expliquant droit à l'intimité, en les cadrant, droit à l'image, etc. Mais ce qui est important,
C'est en tout cas aussi qu'à travers le débat et la controverse, même si ça prend peu de temps, on permet de développer deux capacités qu'il faut absolument développer chez les enfants, c'est le goût du débat démocratique et le goût du débat scientifique. Parce que quand même, la démocratie et la science, elles sont construites sur une même base. C'est l'idée qu'on écoute les idées de l'autre, qu'on les prend en compte, qu'on accepte de reconnaître que peut-être on s'est trompé. La base du débat démocratique, c'est ça, et la base de la construction scientifique, c'est ça aussi. Un scientifique qui ne reconnaîtrait jamais qu'il s'est trompé, ça serait quand même très embêtant, on ne pourrait pas dire que c'est scientifique. Donc voilà, donc vous voyez, le débat, la controverse, c'est pas un petit gadget qu'on va mettre pour donner l'impression aux enfants qu'on les comprend, c'est vraiment au cœur de la construction de la démocratie et de la science. Dernière question, c'est un participant qui me l'a posée, et ça vous a permis de répondre. Je suis absolument pour l'apprentissage du code et du langage de programmation. Expliquez-nous. Ah ben oui, alors, écoutez, moi je joue un peu aux jeux vidéo, je suis sidéré de voir à quel point les jeux auxquels je joue m'imposent des choix qui ne sont pas forcément ceux que j'ai envie de faire. C'est-à-dire, dès que je joue à un jeu vidéo, j'ai des choix multiples, j'en ai de plus en plus. Bientôt, j'aurai plus seulement le choix entre 2 ou 3 éventualités, j'en aurai 10, j'en aurai 15, mais je risque toujours de ne pas avoir celle que j'ai envie de privilégier. Et donc, apprendre le langage de programmation, c'est développer aussi dans son esprit l'idée de s'affranchir des programmations qui nous sont imposées. Et pourquoi c'est si important aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, nous avons affaire au numérique à travers des tablettes, à travers des logiciels, déjà qui organisent beaucoup nos choix, mais bientôt, nous aurons affaire au numérique à travers les robots. Et avec les robots, encore plus qu'avec les objets numériques, il nous faudra être capable de changer les règles du jeu, d'adapter ces objets à nos attentes, et non pas de nous adapter à ce que les fabricants, en grande partie ce sera les gens de Google, hein, voilà, à ce que les fabricants pourront nous imposer leur propre choix. Ils ont leur philosophie, transhumanisme, semble-t-il, beaucoup, ils ont leur vision du monde, ils ont leur philosophie, mais ce n'est pas forcément la mienne. Et pourtant, j'ai envie d'utiliser les objets qu'ils fabriquent, mais il faut que j'ai la possibilité de les adapter à mes attentes. Alors, en plus, même sans arriver jusque-là, même sans arriver à l'idée de reprogrammer certains objets, le fait de pouvoir, dans un jeu vidéo, quand on fait courir un personnage, le fait de pouvoir avoir une représentation de l'algorithme qu'il fait courir, le fait de savoir que quand il prend une arme à pleine main, c'est pas le même algorithme que quand il prend un couteau. Et bien déjà, je pense que ça peut assurer un recul par rapport aux jeux vidéo qui serait extrêmement salutaire, qui éviterait une immersion sans aucune distanciation. L'apprentissage du langage de programmation, c'est aussi une manière d'introduire plus de distance dans la façon dont un élève peut jouer. Et puis évidemment, si en plus ça permet de développer concrètement le goût des mathématiques, le goût des algorithmes, alors là c'est formidable. Condition de la liberté et de l'autonomisation. Exactement. Merci beaucoup, Serge Teixeira. Merci.